mais il faut savoir que les plis du cortex, tout comme la superficie de notre cerveau, sont aussi uniques donc, que ceux de nos empreintes digitales. Donc nous allons voir avec les invités donc, de notre prochaine table ronde ce que peut nous apprendre l'étude de ces formes, l'étude de ces plis donc du cortex. Et nous allons bien évidemment aborder les avancées les plus récentes, mais également les questions qui se posent en termes d'éthique, voire même de mésusage. Donc pour cette conférence, nous avons le grand plaisir d'accueillir, et donc j'appelle Laure Tabouy, chercheur scientifique et chef de projet recherche et développement en neurosciences, microbiome et génétique. Bonjour. Jean-François Mangin, donc le directeur de laboratoire à Neurospin au CEA, ingénieur de l'école centrale à Paris et docteur en analyse d'images de Télécom Paris Tech, ainsi que le professeur Olivier Guérin, donc, qui est donc professeur de médecine. Vous dirigez le pôle de gérontologie du CHU de Nice, adjoint au maire et conseiller métropolitain, donc en charge des questions de santé, de prévention et d'autonomie. Et pour animer ces échanges, donc, nous accueillons Jérôme Cordelier, donc le rédacteur en chef du Point. Jérôme, c'est à vous. Bonjour à tous, merci. Nous sommes toujours très très contents évidemment d'être à Nice, mais tout le monde le dit, puisque en plus par cette Alors journée... Jérôme, il faut un peu plus fort ou alors on change de micro. Alors, voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, merci, on est toujours ravis d'être à Nice, c'est toujours un plaisir, nous avons beaucoup de lecteurs ici, et puis surtout cette petite Sorbonne méditerranéenne chère à Paul Valéry, c'est quand même le plus bel amphi de France, avec la plus belle vue, donc tout va bien, surtout aujourd'hui. Bon, écoutez, de toute façon, on a un sujet passionnant et des intervenants remarquables, enfin en tout cas, on verra après. Donc le mieux, c'est de commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais donc vous passer la parole, Jean-François Mangin. Je crois que vous nous avez préparé un petit film, parce que pour nos cerveaux bombardés d'informations, il vaut mieux des images que des longs discours, hein, c'est ça? Alors, je vais vous inviter peut-être, c'est à partir d'ici, ça défile là-haut. Celui que vous voulez. Celui-ci, par exemple. Ok, bonjour à tous. Donc, oui, en fait, je commence par quelque chose d'un peu particulier, c'est un petit striptease, en fait, pour détendre l'atmosphère. Je vais vous montrer mon cerveau. Je vais vous faire admirer la beauté des circonvolutions de mon cerveau. Vous les voyez, c'est mon hémisphère droit. Et il est exceptionnel. Et en fait, chacun d'entre vous a un cerveau exceptionnel, dans le sens où chacun d'entre vous a un cerveau unique en ce qui concerne ses plissements. En fait, aussi unique que vos empreintes digitales. Et en fait, on pourrait vous reconnaître juste en regardant votre cerveau. C'est étonnant, ça sert à rien, mais on pourrait le faire. Et ce dont je vais parler aujourd'hui avec les autres intervenants, c'est une question, c'est est-ce qu'on pourrait deviner des choses sur vos forces et vos faiblesses juste en regardant votre cerveau? Alors comment je suis tombé là-dedans à titre personnel? Quand j'étais étudiant, en fait, je rêvais de trouver un créneau où l'intelligence artificielle pourrait nous aider à comprendre notre propre cerveau. Et j'ai trouvé ce créneau le jour où j'ai réalisé que dans le monde des neurosciences ou de la radiologie, personne ne se préoccupait de ces formes, personne n'y comprenait rien parce que ça dépasse largement l'entendement humain. Et depuis 30 ans, je développe des outils qui permettent d'essayer de trouver le sens caché de ces plissements. Et bien sûr, ils sont très très largement appuyés sur l'ordinateur parce que l'ordinateur nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Par exemple, il permet de faire une espèce de dissection virtuelle. Je peux enlever en fait la partie extérieure du cerveau pour qu'on voit en fait sous le ruban cortical la partie qui correspond au câblage du cerveau, ce qui fait apparaître encore d'autres plis, c'est encore plus compliqué qu'il n'y paraissait au premier abord. Et puis je peux lui demander aussi, je peux lui apprendre à calculer une espèce de moule en négatif du cerveau. Vous voyez, il y a des espèces de feuillets dans chacun des plis, ça ressemble aux feuillets qu'on trouve dans la cosse d'une noix, pour ceux qui mangent des noix ici. Et enfin, je peux lui apprendre à colorer ces feuillets, leur mettre un jeu de couleurs qui correspond en fait au sillon que les grands anatomistes, il y a quelques siècles, ont inventé pour créer une carte routière qui permette de s'y retrouver dans le cerveau humain. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est est-ce que ces objets colorés, qui ont tous une forme particulière chez chacun d'entre nous,
on peut en tirer une conclusion, on peut s'en servir pour deviner des choses. Et le radiologue, lui, en fait, il y comprend rien. Parce que le radiologue, quand il fait passer une IRM à quelqu'un, ce qu'il voit sur l'écran de sa machine, c'est des piles de coupe et des surfaces aussi compliquées qui intersectent des coupes. On est vite perdu dedans, donc les radiologues ne se servent pas de cette information. Et la seule manière qui nous a permis en fait, d'entraîner l'ordinateur à reconnaître ces sillons, c'est d'aller chercher un des rares experts et lui demander de mettre ce jeu de couleurs sur quelques antennes de cerveau pour entraîner l'ordinateur. Et pour vous faire comprendre pourquoi c'est difficile, maintenant je vais vous montrer 2 cerveaux. Et on va essayer de faire une expérience de pensée, on va essayer de se projeter il y a quelques siècles, quand des hommes ont osé sortir le cerveau de sa botte crânienne, et ils en ont eu quelques-uns sur la table et ils ont essayé de s'y retrouver. Et de prime abord, je pense qu'ils ont pensé qu'ils avaient trouvé un second intestin. Vous voyez, ces méandres-là, on se dit, c'est tellement compliqué, ça ne doit pas vouloir dire grand-chose. Il y en a certains qui ont même pensé qu'ils avaient affaire à un radiateur, quelque chose qui permettait de faire une espèce de régulation thermique. Mais au bout d'un moment, ils se sont réalisés qu'il y avait une espèce d'îlot de stabilité au milieu du cerveau. C'est cet objet rouge, ça s'appelle le sillon central, et c'est la région qui abrite les aires sensorimotrices, celles qui nous font bouger. Et on est à peu près tous pareils à ce niveau-là, et effectivement, on est à peu près tous pareils au niveau de notre motricité. Si on va un peu plus loin, on va dans la région du sillon supérieur, temporel supérieur. C'est un sillon qui a une forme d'Y, et si je tourne un peu les cerveaux, vous allez voir que il peut être interrompu, et il n'est pas interrompu pareil chez tout le monde. Et à l'heure actuelle, on est en 2019, personne ne sait à quoi correspondent ces interruptions. Ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, elles sont très fréquentes dans l'hémisphère gauche et très rares dans l'hémisphère droit. Et peut-être que vous savez que c'est en général l'hémisphère gauche qui s'occupe du langage, et on se dit, il y a peut-être un lien, mais on ne l'a pas prouvé. Et puis si on ose aller dans la partie du cerveau la plus complexe, celle qui abrite en fait notre personnalité profonde, le lobe frontal, on voit qu'on est incroyablement différents. Il y a toujours des jeux de couleurs, mais personne n'est d'accord sur la manière de les poser. Et la grande question, c'est est-ce que ces plissements sont différents parce qu'on est différent, ou est-ce que c'est un épiphénomène? Alors la plupart des gens, depuis très longtemps, et encore plus quand on ne pouvait pas voir le cerveau, ils pensent que ces plis, c'est juste un truc que la nature elle a trouvé pour nous rendre plus intelligents, pour augmenter la surface de nos cortex. Il fallait qu'elle fasse ça sans augmenter la taille de notre boîte crânienne. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Alain Prochon, sinon on aurait eu du mal à la naissance. La nature, elle n'était pas capable d'inventer la césarienne, donc il ne fallait pas qu'on grossisse au niveau de la taille de notre cerveau, donc elle a plissé notre cerveau. Et une fois qu'on plisse un cerveau, c'est comme plisser un papier pour le mettre dans une petite boîte, il n'y a pas grand-chose à comprendre. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Et comme je suis têtu, moi je vais essayer de vous convaincre du contraire, de la manière la plus compliquée qui soit, en faisant une petite expérience tous ensemble par rapport aux lignes de votre main. Je ne vais pas vous apprendre à reconnaître votre ligne de vie parce que je ne voudrais pas créer du stress. On va regarder une autre ligne, on va regarder une ligne qui s'appelle la ligne du cœur, qui, dans certaines théories, parce qu'elle varie en fonction des cultures, est une ligne en fait qui indique comment vous êtes au niveau émotionnel. Est-ce que vous êtes plus ou moins doué de ce point de vue-là? Donc peut-être qu'elle peut permettre de prédire le succès de votre vie amoureuse, mais on ne va pas trop aller sur ça. Est-ce que tout le monde a trouvé une ligne du cœur sur une de ses mains? Vous pouvez regarder par exemple si votre ligne du cœur elle va vers le majeur ou vers l'index, et vous pouvez imaginer que si on voulait vraiment faire une expérience scientifique, on pourrait vous poser des questions et voir si c'est corrélé avec ce genre de subtilité. Bien sûr, vous pensez que c'est complètement loufoque. Mais il y a peut-être des gens comme moi qui ont une main comme ça c'est ma main gauche, moi j'ai pas de ligne du cœur. Je suis un pur esprit, je suis terrible au niveau émotionnel. Peut-être pas complètement parce que mon autre main, elle a une ligne du cœur. Et c'est assez intriguant et vous pouvez imaginer que c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire avec le cerveau, c'est trouver ce genre de configuration en se demandant si ça indique une faiblesse, un risque de pathologie. Et là, en l'occurrence, vous ne le savez peut-être pas, et c'est là que je pense que je vais commencer à vous convaincre, ça c'est la main de quelqu'un qui a une trisomie 21. Et en fait, dans cette pathologie et dans d'autres pathologies génétiques, c'est très très fréquent. Pourquoi? Simplement parce que les gènes en fait, qui sont derrière le développement de la main, c'est les mêmes que ceux qui sont derrière le développement du cerveau. Et donc, certains problèmes du développement du cerveau s'impriment même dans les plissements de la main. Alors, pour me rassurer, j'ai vite découvert que 5% des gens avaient la configuration que j'ai, dans les deux mains et 10% dans une main. Donc, ça ne veut pas dire que quand on a ça, on a une trisomie 21. Donc ça, c'est toute l'histoire d'un cerveau. Les images colorées, en fait, c'est ce qui se passe quand on est dans le ventre de sa maman. Donc ça, c'est des images qui ont été faites sur des très grands prématurés dans le cadre d'un suivi thérapeutique. On les sauve aujourd'hui à moins de 6 mois de grossesse. Ils sont comme le premier cerveau, pas du tout plissés. Et puis en 3 mois, tout arrive, le cerveau se plisse dans tous les sens. Et à la naissance, un bébé a un cerveau plissé à peu près comme un adulte. Mais ça ne s'arrête pas là. On a souvent tendance à penser que la vie est jouée après 5 ans. On a encore parlé de ça tout à l'heure. En fait, en tout cas au niveau du plissement, ça continue à beaucoup bouger. À l'adolescence, en fait, certains des phénomènes dont a parlé Alain Prochon
conduisent en fait à ce qu'on appelle une myélinisation du câblage. C'est quelque chose qui accélère la vitesse de l'influx nerveux et ça prend beaucoup de place et ça repousse en fait la périphérie du cerveau, les corps cellulaires vers l'extérieur et le cortex se déplisse. Il va se déplisser comme ça jusqu'à 20-25 ans, il va faire une petite pause et il va recommencer vers 30-40 ans parce qu'en fait, vous savez tous qu'on perd régulièrement des neurones tous les jours à cause de toutes sortes d'événements et on perd des neurones comme ça jusqu'au grand âge, c'est en fait ce qui nous permet d'atteindre le stade de la sagesse. On élimine les neurones inutiles. Et quand on n'a pas de chance, on développe une pathologie neurodégénérative, Alzheimer, Parkinson, et il y a certains endroits qui s'ouvrent plus vite que d'autres. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut mesurer des choses qui permettent de deviner ça. Donc quand on a ces outils, ces anatomistes artificiels qui extraient les sillons d'une IRM, on peut mesurer la longueur d'un sillon, sa profondeur, ou en fait l'écart entre les deux murs du sillon, qui en fait quantifie la quantité de liquide qui a pénétré ce sillon, et qui signifie en fait que ce sillon, qui en général est fermé à l'adolescence, il commence à s'ouvrir parce qu'il y a des neurones qui disparaissent autour. Et je vais vous montrer une dizaine de sillons sur 15 000 individus anglais. Donc pour chaque point d'âge, il y a entre 200 et 500 sujets. Et les lignes bleues, en fait, c'est la manière dont chaque sillon s'ouvre avec le temps entre 50 et 75 ans. Pour ceux qui ont des enfants, ça ressemble un petit peu aux abacs qu'on trouve dans les carnets de santé par rapport au périmètre crânien. Et ça, en fait, probablement dans un futur proche, on pourra s'en servir pour détecter en fait quand des gens sortent de la norme et qu'il y a à s'inquiéter parce qu'il y a une région qui s'atrophie trop vite. Alors, on peut avoir ces phénomènes parce qu'on perd des neurones. On peut avoir ces phénomènes pour d'autres raisons qui sont liées à la plasticité du cerveau. Et je vais vous donner un exemple qui est assez frappant. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans un cerveau de gaucher. Si on compare en fait le plissement des gauchers et des droitiers, on découvre des choses étonnantes. Le cerveau, vous savez probablement qu'il est éminemment asymétrique. Donc quand on demande à notre anatomiste artificiel de reconnaître tous les sillons, il y en a une centaine, et qu'on compare la taille du sillon dans un hémisphère puis dans l'autre, on peut calculer une espèce d'index d'asymétrie qui est matérialisé ici par le code de couleur. Le sillon qui est rouge ou jaune, c'est qu'il est plus grand dans l'hémisphère gauche, et quand il est bleu, c'est qu'il est plus grand dans l'hémisphère droite. À gauche, vous avez un cerveau avec des couleurs pour les gauchers, à droite, un cerveau avec des couleurs pour les droitiers. Vous avez à peu près les mêmes teintes partout, parce que le cerveau il est asymétrique de la même manière chez tout le monde, sauf dans quelques sillons, et en particulier dans mon fil rouge, le sillon central dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est bleu chez les gauchers, et il est jaune chez les droitiers. En fait, il est plus grand à droite chez les gauchers, et il est plus grand à gauche chez les droitiers. C'est parce que tout est inversé dans le cerveau. C'est l'hémisphère gauche qui pilote la main droite, et l'hémisphère droite qui pilote la main gauche. Donc on découvre en fait que le cortex sensorimoteur, il est plus grand dans l'hémisphère dominant. Donc on peut se dire, c'est peut-être pour ça qu'on devient gaucher ou droitier, et en fait, pas du tout. Si vous allez chercher des gauchers contrariés, il n'y en a plus dans les générations actuelles, il y en a encore dans les gens qui ont la soixantaine aujourd'hui, et que vous faites la même expérience, ils sont comme des droitiers. Ils ont une asymétrie en faveur de l'hémisphère gauche comme les droitiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas avec plus de neurones d'un côté que de l'autre. C'est que le fait de passer des heures à l'école à écrire, ça conduit à un développement des régions sensorielles et motrices de la main. Ça développe des connexions entre les neurones, ça développe des cellules de soutien, et tout ça, ça prend de la place et ça pousse le cortex à se plisser. Ça veut simplement dire qu'en fait, si vous avez un comportement prépondérant, c'est comme si vous faisiez de la gonflette, ça fait grossir une région de votre cerveau et on peut même le voir au niveau macroscopique. Maintenant, un petit peu un tour du côté des pathologies. Je vais vous parler d'une pathologie psychiatrique. Quelque chose d'assez impressionnant, juste pour marquer les esprits. Il y a plein d'autres résultats de ce genre. Ici, on a affaire en fait à un groupe de schizophrènes très particulier. C'est des schizophrènes qui ont des hallucinations auditives, c'est un symptôme fréquent. Mais surtout, ils ont des hallucinations qu'on n'arrive pas à diminuer avec les neuroleptiques. Donc, ils ont vraiment un cas très grave de schizophrénie. Et quand on les compare à des sujets contrôle appariés en âge, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de sillons, tous les sillons en vert que vous voyez ici, qui sont plus petits. Et là où c'est impressionnant, c'est que l'image à gauche, les taches jaunes, en fait, c'est les aires qui sont activées en IRM fonctionnelle quand on parle dans une IRM. Et vous voyez que c'est à peu près les mêmes. En fait, c'est le réseau du langage où les sillons sont plus petits chez les schizophrènes qui ont des hallucinations auditives très très marquées. Probablement parce qu'en fait, il y a un phénomène neurodégénératif qui se passe dans ces régions. Là où ça devient encore plus frappant, c'est quand on a affaire à un schizophrène, on peut lui poser toutes sortes de questions sur la nature profonde de ses hallucinations. On peut lui demander par exemple d'où il pense que proviennent les voix qu'il entend. Et en général, il y a deux catégories de patients. Il y a ceux qui pensent que les voix elles viennent du ciel, peut-être Dieu leur parle ou quelqu'un de très très loin. Et d'autres pensent que les voix elles viennent de l'intérieur de leur cerveau. Peut-être parce qu'ils sont un peu conscients que c'est eux qui les génèrent. Et c'est quelque chose de très stable dans le temps. Ils répondent de la même manière à ces questions à une année d'intervalle. Et si on compare ces deux populations, il y a un de ces sillons qui était déjà plus petit, qui a une région en fait
en arrière de ce sillon, c'est le sillon temporel supérieur dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous regardez la coupe en haut à droite, vous voyez que les couleurs violettes sont en avant, les couleurs bleues sont en arrière. C'est les deux populations. Ils ont une déformation du sillon qui est différente dans cette région. Personne ne me croirait si j'avais que ça, mais si en même temps, sur un groupe de contrôle, on fait une expérience très simple, on les met dans une IRM, on leur fait écouter des voix, soit dans l'oreille gauche, soit dans l'oreille droite, et on leur demande de cliquer sur un bouton pour indiquer quelle oreille perçoit les voix, la région qui travaille, c'est la même région. Ça veut dire qu'en fait, la forme du sillon dans cette région, elle indique des différences d'architecture qui conduisent à des différences de symptômes dans la schizophrénie. Ce n'est pas une région qui a un sens par rapport à la schizophrénie, c'est juste une région qui conduit à des différences de symptômes. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a quelques succès de ce genre, mais on se rend compte que ce n'est pas juste la profondeur ou la taille des sillons qui est le paramètre le plus intéressant, c'est les motifs en fait, qui ont été créés pendant la grossesse et qui peuvent garder la signature d'un événement qui crée une faiblesse. Et c'est très très difficile de déceler ce genre de choses parce qu'on est tous différents et il y a une population générale avec une variabilité faramineuse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on demande à l'intelligence artificielle d'exploiter le fait qu'il y a des millions d'IRM qui ont été faites, des millions de gens dont leur cerveau est sur les disques des ordinateurs. Et on essaye de faire un dictionnaire en fait, de tous les motifs qui existent dans la population générale. Ce qu'on est en train de faire, c'est ce que ferait un explorateur qui découvrirait dans quelques millénaires la civilisation chinoise qui aurait disparu dans mon expérience de pensée. Et il découvrirait un gros tas de livres écrits en idéogrammes chinois, à la main, donc de façon très très variable d'un livre à l'autre. Et s'il voulait déchiffrer ces livres, il devrait faire un dictionnaire d'idéogrammes. On est en train de demander à l'IA de faire ça, pour être capable à terme de savoir quels sont les motifs normaux dans la population générale, et après de déceler ceux qui peuvent indiquer une faiblesse. Et je vais oser une analogie, la main c'est plus simple que le cerveau, une main ça a 5 doigts, parfois 4, mais c'est pas très grave parce que la main elle est très résiliente. On peut vivre de façon tout à fait normale quand on a 4 doigts, on peut même jouer du piano et que ça se voit pas. Mais il y a certains patterns qui créent une faiblesse notable, vous pouvez imaginer lesquels. Ben, c'est un peu pareil dans le cerveau et c'est ça qu'on voudrait définir. Et donc pour faire ça, en fait, on a l'IA et on a aussi des interfaces pour communiquer avec l'IA pour qu'elle nous montre des résultats. C'est des écrans géants sur lesquels on peut manipuler plein de cerveaux qui servent par exemple à découvrir un pattern qui est le dernier que je vais montrer, c'est une ironie de la nature. C'est des patients épileptiques qui ont une épilepsie qui vient des régions motrices. Et dans cette région, mes collègues de l'hôpital Sainte-Anne ont découvert un motif très très rare dans la population générale, c'est ce motif que vous voyez en haut à gauche. C'est en fait la forme du bouton on des ordinateurs. C'est vraiment une ironie. Ils ont, pour toute la majorité, ce pattern et ils ont une épilepsie qui vient de cette région. Et je pense qu'on va passer un petit film qui va vous montrer une petite explication d'un de mes collègues qui développe ces écrans géants qui ressemblent un petit peu à ce qu'on voit dans le film dont on parlait ce matin. Je pense qu'il faut continuer à peut-être... Voilà, très bien. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans ce film. Alors, il y a un petit film, vraiment 30 secondes, et on démarre le débat. Des grands ensembles de simulation, d'expérimentation. Et c'est pour ça que j'ai développé cet outil TileVis qui permet de visualiser un très grand nombre d'images et donc d'être capable d'avoir une vue d'ensemble d'une centaine de réalisations en même temps, de les trier, de les analyser, d'améliorer la connaissance grâce à ces vues multiples. Merci beaucoup pour cette présentation. On vous applaudit. Et Jérôme, je vous repasse la main sur les enjeux de ces découvertes et de ces recherches. Alors, on va tout de suite passer la parole à Laure Tabouy, qui trépigne d'impatience après cette présentation particulière. Voilà, Olivier Guérin. Donc évidemment, ce qu'on a envie, vous avez fait une présentation très, très développée, donc tout ça évidemment pose des problèmes d'éthique. Alors peut-être on pourrait, puisqu'il nous reste, enfin on est à la moitié du temps, peut-être on pourrait directement aller sur ce sujet, puisque les connaissances vis-à-vis du cerveau peuvent générer toutes sortes de déviances, y compris des gens qui pourraient être mal intentionnés et qu'il faudrait essayer de contrôler notre cerveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous... Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a une première qui est toute la beauté de notre métier de chercheur, qui est d'essayer de comprendre, donc l'exploration, d'essayer de... En fait, dans nos labos, on bosse pour essayer de comprendre les mécanismes. Et donc, on va pousser loin. Du coup, on est, en général, pas trop à même à se demander... jusqu'où on va aller, où vont nos limites au niveau éthique. Enfin, on se les demande quand même, mais on est dans une éthique protocolaire dans les laboratoires et moins dans une éthique
l'après. Qu'est-ce qu'on va en faire après? Et en fait, juste avant de savoir, quels sont les problèmes éthiques que ça peut poser? Par exemple, on posera cette question à Olivier Guérin aussi, qui a cette double casquette scientifique et à la fois élu, donc c'est intéressant aussi de l'entendre. Ça peut poser la question de, pourquoi pas, c'est de la science-fiction, mais pourquoi pas prendre le contrôle de quelqu'un via alors j'ai fait peur tout à l'heure, mais via une puce dans le cerveau, contrôler quelqu'un par Bluetooth, ça peut peut-être aller jusque là. Après, c'est vraiment la vraie science-fiction, ça. Mais ça peut, dans le cas concret, lorsqu'on est dans le cadre de ces interfaces cerveau-machine, de l'imagerie, ou c'est dans les interventions chirurgicales, quelqu'un peut changer d'humeur, peut changer de personnalité. Ça s'est vu déjà. Il peut y avoir des problèmes de santé, vraiment de santé publique, médicale en fait. Les problèmes vraiment de personnalité surtout. Changement de personnalité, d'humeur, de perception, de transformation, de la prise de décision. Et d'ailleurs, quelles sont un peu les interventions extérieures qu'il peut y avoir comme ça sur le cerveau, enfin, qui produisent tous des nombre de fantasmes? Bon, alors il y a aussi pas des fantasmes. On parle beaucoup actuellement du neuromarketing, par exemple, c'est-à-dire le fait que des entreprises, voilà, pour des raisons de publicité, par des odeurs spéciales, par des couleurs spéciales, puissent agir directement sur notre cerveau de consommateur. Il fait aucun doute qu'aujourd'hui, c'est un des outils que le neuromarketing peut utiliser, l'IRM fonctionnel. Là. Ils vont voir comment optimiser en fait les réponses qu'ils peuvent mesurer dans le cerveau à ce qu'on montre aux gens. Pour parler plus des sillons, en fait, si on pense à l'éthique, il faut penser d'abord à ce qui s'est passé par le passé. Et par le passé, il y a eu l'époque de la phrénologie. Peut-être que tout le monde ne connaît pas cette histoire. Il y a 200 ans, dans les salons, on palpait le crâne de son voisin pour quantifier la taille des bosses de son crâne, parce qu'on pensait qu'on pouvait en tirer des conclusions sur sa personnalité, et ça a laissé des traces dans le langage français. Le mot la bosse des maths, ça vient de ça. Et puis après, ça a dérivé pendant la guerre. Les nazis ont été dans des directions très, très nauséabondes. Donc vous pouvez imaginer que si on est vraiment capable de deviner des choses sur les gens juste en regardant la forme de leur cerveau, on est dans Bienvenue à Gattaca, le film dont on a parlé ce matin, bien sûr. Alors, Olivier Guérin, d'abord je m'adresse au gériatre que vous êtes, parce que je crois que le cerveau, en fait, est l'organe qui vieillit le moins. C'est-à-dire que je me souviens avoir vu quelqu'un de très âgé dernièrement qui ne pouvait plus du tout bouger, mais qui avait un cerveau et une mémoire incroyables. Alors l'organe, je ne sais pas si c'est l'organe qui vieillit le moins, ça c'est un peu difficile à dire. Le moins vite. En tout cas, c'est un organe qui vieillit plutôt bien. Quand on regarde le fonctionnement global de nos organismes soumis au vieillissement, effectivement c'est un organe dont la fonction est conservée très longtemps de manière assez intègre, en l'absence de pathologie évidemment. Et on a tout l'enjeu d'ailleurs lié aux pathologies du vieillissement, que sont les maladies neurodégénératives, et pour lesquelles il faut faire un effort majeur, notamment de recherche, parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre pour essayer de mieux les comprendre et donc de mieux les traiter, et qui sont effectivement un des fléaux en termes de santé publique, parce que fréquentes, ces pathologies neurodégénératives, et qui perturbent terriblement ce qu'on appelle la trajectoire de vieillissement, et notamment de vieillissement en autonomie. Mais sinon, en l'absence de pathologie, le cerveau est un organe qui vieillit plutôt bien. Attention, il n'y a pas que les maladies neurodégénératives, c'est que le cerveau, il a besoin d'oxygène pour fonctionner, de beaucoup d'oxygène, de beaucoup d'énergie aussi, de glucose, et que pour ça, il faut que le système vasculaire soit aussi en bon état. Lui vieillit un peu moins bien, le système vasculaire, donc ça pèse évidemment dans le fonctionnement global du cerveau avec l'avancée en âge. Alors, en tant qu'élu maintenant, en tant comme politique, enfin, si je puis dire, parce que vous n'êtes pas complètement homme politique, mais en tant qu'élu chargé de la santé à Nice, bon, c'est vrai que Nice, par exemple, il y a eu beaucoup de débats autour de l'installation des caméras, qui a aussi là, généré des fantasmes. Mais je pense que quand on est élu, il faut penser à tout ça. Après, bon, s'il y a d'autres équipes qui arrivent, peut-être que quelqu'un serait tenté de... est-ce que vous réfléchissez à toutes ces questions éthiques, ce que permettent les technologies maintenant
Évidemment que, de toute façon, on n'est pas les seuls à y réfléchir, c'est avant tout toute notre société qui doit se poser ces questions-là. Mais on en revient à la question de tout à l'heure. C'est vrai qu'on doit continuer à progresser dans nos connaissances au global. Nos connaissances sur le cerveau, en particulier, je dirais, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on se disait ce matin avec Étienne Jarnel, hein, ça a un aspect un peu sacré, un peu magique finalement, les connaissances sur le cerveau, puisque c'est ce qui touche à notre humanité en propre aussi, évidemment, de mieux comprendre son fonctionnement. Donc, produire de la connaissance, améliorer nos connaissances, notamment en décloisonnant l'ensemble des disciplines scientifiques qui s'y intéressent. Hein. On voit ici des disciplines issues du monde de l'ingénierie qui se croisent avec des disciplines scientifiques fondamentales, avec les disciplines médicales et sanitaires, avec certainement aussi, on va avoir besoin de croiser ces données-là, les disciplines des sciences humaines et sociales. Oui. C'est comme ça que de nos jours, et ça ce sont c'est la révolution numérique qui nous le permet, hein, la digitalisation, par l'acquisition de données massives, qui nous permet de décloisonner ces disciplines-là. C'est pour ça que je suis plutôt très confiant en tant que scientifique sur la production accrue de connaissances. On a besoin d'échanger en permanence et c'est tant mieux. Après, ce que l'on fera des enseignements de ces connaissances acquises, c'est une question qui intéresse non pas les scientifiques, mais toute la société. Bon. Et évidemment, alors, de ce fait, les élus, puisqu'ils sont, vous savez, élus, c'est pas être c'est pas grand-chose d'être élu, hein, c'est juste être le représentant de ses concitoyens. Vous pouvez nous rassurer, vous n'allez pas mettre de capteurs sur les Niçois, parce que comme vous mettez beaucoup de capteurs partout dans la ville, donc pour l'instant, c'est pas l'heure du jour. Ah, puis les Niçois, ils n'ont pas besoin d'être captés, ils sont déjà fantastiques de base, on n'a pas besoin de vérifier qu'ils le soient, n'est-ce pas? Bravo, bravo. Bonne réponse, Madame Tabouy. Donc vous étudiez aussi les cerveaux des nourrissons, donc est-ce que vous pouvez un peu nous... Ah non, moi je parle... Sur les pathologies, les pathologies... Oui, diabète... c'est ce que vous m'avez dit... Non, je vous disais juste que par rapport au pli, en fait, par rapport au pli durant la grossesse, ça peut y avoir un lien aussi avec le microbiote, je vous disais ça, en fait. Et... au cours de la grossesse, ce que nous a montré Jean-François tout à l'heure, c'était le plissement au fur et à mesure du cerveau. Et du coup, il peut aussi y avoir un lien du coup avec l'environnement de la mère, le lien avec la mère et l'enfant, et au cours de la grossesse. Et ça peut passer par le microbiote de la maternelle. Et ce sont des études qui sont qui, dans certains laboratoires, sont en cours. Mais pour revenir à l'éthique, il y a en fait, il y a deux choses. Moi, je pense à deux choses quand je regardais le film de Jean-François. C'est que, premièrement, c'est assez génial de voir ce qu'on peut découvrir en fait avec les plis du cerveau, avec l'IRM, avec l'imagerie, et en même temps. C'est qui est-ce qui va être responsable de ces découvertes. En fait, c'est la question éthique de l'après, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, comment est-ce qu'on va utiliser toutes ces données-là. Et il va falloir peut-être réfléchir à borner les choses, à réfléchir au niveau légal, au niveau éthique, ce qu'on veut faire de tout ça. Mais c'est maintenant, alors c'est des questions qui sont lointaines pour beaucoup, et en même temps il va falloir se les poser maintenant pour qu'on évite certains drames. Oui, vous avez raison. Après, c'est toujours difficile d'essayer de border par avance. Et les élus sont là, alors les élus nationaux, hein, les législateurs sont là pour essayer d'anticiper. C'est toujours très difficile. Et souvent, la réglementation ou la législation suit avec un certain nombre d'années de retard l'évolution spontanée. Donc on a une course perpétuelle à la législation, mais qui a toujours de fait du retard. Donc je ne suis pas toujours convaincu que l'outil législatif et réglementaire soit le plus efficient. Je crois que c'est surtout le débat sociétal qui permet aussi de faire avancer les choses, et peut-être plus vite que les connaissances et le retard législatif. Juste, je reviens parce que vous disiez que je trouve quelque chose de passionnant. Alors, c'est pas tout à fait lié au pli du cerveau, quoique vous me dites que peut-être que ça joue sur le microbiote. Après tout, le microbiote maternel, sur les plis du cerveau infantile.
En tout cas, c'était pour expliquer, parce que je ne suis pas sûr que vous sachiez tous ce que c'est que le microbiote, mais moi qui m'intéresse beaucoup aux questions du vieillissement, forcément, c'est un champ passionnant. En fait, ce sont toutes nos petites bactéries qui sont extrêmement nombreuses, hein, parce qu'elles sont plus nombreuses que les cellules qui composent notre organisme, et qui tapissent notre tube digestif. Et on se rend compte que la qualité, il y a des milliers d'espèces hein, de bactéries, on ne les connaît pas toutes du tout, donc ce sont des bactéries qui pour beaucoup, pas toutes, hein, mais pour beaucoup nous aident à vivre en fait, hein, et même c'est grâce à elles qu'on vit en grande partie, et leur composition semble jouer un rôle très important dans beaucoup de pathologies, mais aussi globalement dans notre trajectoire de vieillissement. Et c'est un monde assez nouveau qui s'ouvre pour nous, on a beaucoup de choses à faire là-dessus, mais c'est un monde passionnant, sachez-le. Et donc c'est pour ça qu'on trouve du microbiote un peu partout maintenant, mais c'est extrêmement intéressant. Alors à la base, avant d'être prof de gériatrie, je suis gastro-entérologue. Vous savez, il y a des infections graves qui s'appellent les infections à Clostridium difficile. C'est une des fameuses bactéries qui devient très méchante lorsque notamment on a pris des antibiotiques et du coup elle se développe très vite et qu'elle fait des infections graves. Et par exemple, pour rétablir le microbiote, parce que je sais que ça vous interpelle, j'en suis certain, un des traitements potentiels, c'est la greffe de sel. C'est-à-dire qu'il faut manger des selles d'un autre être humain pour pouvoir rétablir son propre microbiote, et ça marche très très bien. Donc vous voyez à quel point on en est, et ce sont des nouvelles thérapeutiques extrêmement efficaces et finalement beaucoup moins désagréables que les antibiotiques. Je vais redire un truc sur les aspects éthiques. Je ne vais pas parler de l'éthique de manger des selles, mais il y a une histoire. En fait, on parle d'éthique, ça peut sembler très éthéré, quelque chose dont il faudra trouver la solution pendant longtemps. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, aujourd'hui, dans un certain nombre d'États nord-américains, quand quelqu'un est accusé de quelque chose de suffisamment grave pour risquer la peine de mort, l'avocat très fréquemment aujourd'hui demande de lui faire passer une IRM à cause d'une histoire qui s'est passée il y a quelques années. C'est un homme en fait qui a tué sa femme et ses enfants. Et il avait un journal de bord où il racontait, au moins un an avant cet acte, qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il ressentait des choses bizarres, et il avait envie de tuer les gens autour de lui. Ils ont autopsié son cerveau, ils se sont rendus compte qu'il avait une tumeur dans la région frontale du cerveau, celle qui contrôle en fait le comportement. Et on en a conclu qu'en fait, il n'était pas responsable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plein d'avocats essayent de prouver que leur client n'est pas responsable parce que soit il a une tumeur, soit même à cause des recherches sur les psychopathes, il a les atrophies cérébrales spécifiques des gens qui sont psychopathes. Donc vous pouvez imaginer que l'arrivée de l'imagerie du cerveau dans la justice, c'est quelque chose qui éthiquement questionne beaucoup. Voilà, et puis pour juste compléter aussi, il y a la justice, mais il y a aussi ce qu'on appelle la neuroéducation, utiliser les neurosciences pour l'éducation, donc utiliser à quel point on va étendre ce qu'on sait du cerveau et ce que l'on peut avoir dans les plis, aussi en imagerie, ou nous dans nos connaissances diverses dans les labos, pour utiliser dans l'éducation de nos enfants, et à quel point on l'utilise, à quel point on utilise aussi les neurosciences voilà, pour éliminer aussi certaines en échographie ou certains bouts qui n'ont rien demandé à personne. À quel point on va utiliser toutes nos connaissances pour que ça passe en sociétal, en fait. C'est assez compliqué, en fait. C'est assez... Alors justement, Jean-François Mangin, vous faites partie du board de le Human Brain Project, qui est justement sur l'utilisation des neurosciences. Hein. C'est un grand projet de la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est-à-dire, l'idée, c'est quoi? C'est de généraliser le recours aux neurosciences? En fait, l'idée, au départ, c'est une idée un peu folle. C'est l'idée qu'on puisse simuler complètement un cerveau, ce qui est complètement hors de portée. Et on va dire que c'était la grande idée... L'idée, on va aller marcher sur la Lune. En fait, c'est surtout une idée qui vise à accélérer l'utilisation de l'informatique dans le monde des neurosciences. C'est un projet d'informatique, en fait, aussi bien la simulation que les recherches de type Big Data dont on nous rebat les oreilles dans la presse pour trouver, en fait, une redéfinition des pathologies à partir de la génétique et de l'imagerie. Et bien sûr, après, c'est développer toutes sortes d'interfaces homme-machine, par exemple, des électrodes qui vont permettre de redonner la vision à certains types d'aveugles, des choses comme ça. On va peut-être prendre... Absolument, Jérôme, avant que certaines personnes veulent peut-être suivre l'ordonnance du docteur Guérin, donc en s'isolant quelque part, on peut peut-être prendre des questions. On a une question de ce côté-là, s'il vous plaît.
Et en attendant la question, moi j'avais envie, peut-être, professeur Guérin, en vous écoutant, je me dis quand même, on va faire des progrès formidables en termes de prévention. Est-ce que vous partagez aussi cet avis? Alors oui, pour deux raisons. Un, c'est qu'enfin, la prévention en santé est devenue une priorité, on va dire, des autorités sanitaires, ce qui n'était pas le cas en France. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc à partir du moment où ça devient une priorité, ça veut dire que derrière, on a et la structuration et les financements qui vont aller avec. Et donc enfin, on pourra vraiment faire, je pense, de la prévention de haut niveau. Le deuxième élément, c'est que justement, ce décloisonnement des silos entre disciplines va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus transversale et probablement de la production de connaissances beaucoup plus efficiente sur ces enjeux de prévention, comme sur les enjeux d'ailleurs aussi de prédiction, qui posent d'autres problèmes éthiques d'ailleurs, hein, la prédiction des maladies. Mais c'est clairement les développements majeurs que l'on peut attendre, à la fois du développement des sciences classiques que l'on connaît dans la santé, les sciences dures et même les sciences humaines et sociales, mais leur croisement et surtout, effectivement, le pouvoir que nous donne, malgré tout, désormais, la puissance de calcul que l'on peut avoir maintenant aussi, pour ces analyses de données qui sont, vous voyez, de manière très, très hétérogène. Mais ça permet de croiser. Oui, merci. Ma question est surtout trait à la physiologie du cerveau. Nous avons vu de très belles coupes du cerveau, et certaines avec une phase de substances blanches envahissantes, d'autres substances grises. Je voudrais savoir un petit peu quel est le rôle de ces substances de l'une et l'autre, en particulier lorsque cette substance blanche paraît assez invasive. C'est une question de base peut-être trop facile, je me permets de vous la poser. Et on a une question ici ensuite. Je ne suis pas sûr de ce que vous entendez par invasive, mais la substance blanche, c'est le câblage qui permet aux neurones de communiquer. Donc elle n'est pas vraiment invasive, elle est l'essence en fait du fonctionnement du cerveau qui est une connexion, un réseau de neurones. Alors moi je reviens sur la prévention, puisque je suis hypnothérapeute et je travaille aussi pour la maladie d'Alzheimer avec Jean-Pierre Polydor, qui est neurologue. Et je sais que l'amygdale est très importante dans le cerveau. Et en effaçant les traumas, j'ai même pu, dans des régressions de naissance, aller travailler. Je reviens vers vous, madame, pour ce rapport fœtal, la période fœtale. Je travaille aussi avec Catherine Dolto, avec l'aptonomie. Et effectivement, lorsque nous travaillons dans des régressions de naissance jusqu'à 6 mois de grossesse, nous pouvons travailler après, en faisant une régression, retrouver le trauma si l'enfant a été battu dans le ventre de sa mère, ou des traumas d'un deuil, ou des situations de guerre, ou d'exil, ou d'autres choses. Eh bien, à ce moment-là, l'enfant, quand je lui fais, ou la personne adulte, nous pouvons ensuite effacer en EMDR le vécu qu'elle a revécu pendant la régression de naissance. Donc c'est vraiment de la prévention. On travaille beaucoup ensemble, médecins, neurologues, et mon père était psychiatre, donc c'est notre univers, voilà. Mais vraiment l'hypnose est très importante, surtout le MDR, pour travailler. D'ailleurs les médecins maintenant la pratiquent régulièrement. Mais merci d'avoir témoigné sur... j'ai travaillé sur des schizophrènes qui vont beaucoup mieux par rapport aux crises et aux bipolaires. Merci. Merci. Olivier Guérin, un commentaire peut-être ou très rapide. C'est très bien, vous avez dit beaucoup de choses avec des psychothérapies très différentes. Et quand je vous parlais des sciences humaines et sociales, et notamment de cette grande discipline qui est la psychologie, et notamment la psychologie clinique, je suis ravi de savoir qu'il y a donc désormais en France des psychologues qui acceptent de sortir du dogme lacanien pour regarder d'autres approches, et que l'idée de croiser ces approches-là, c'est probablement comme ça qu'on sera efficient pour nos patients. Donc vous en êtes un témoignage, et j'en suis vraiment très heureux, parce que j'ai pas toujours l'impression que c'est toujours encore le cas de manière très partagée. Mais si vous êtes là, c'est que probablement vous êtes plus visionnaire, on va dire, et plus innovante que certains qui sont peut-être pas là du coup. Merci. Merci. On a une question sur le côté droit de l'amphithéâtre. Oui, en fait, ce matin, quand on a eu Idriss Abarkan qui est intervenu, qui nous a parlé de l'expérience du saumon mort qui avait subi un IRM et que dans son cerveau, il y avait des mouvements, est-ce que vous, qui vous fiez encore à l'IRM pour étudier le cerveau, est-ce qu'il est vraiment fiable ou pas? Donc,
Excusez-moi, je n'ai pas bien La compris. fiabilité de l'IRM. De l'IRM, en fait. Ce matin, on a vu par une expérience de M. Abarkan qu'un saumon mort avait subi un IRM et que malgré qu'il soit mort, il avait encore du mouvement dans le cerveau. Donc vous qui êtes spécialisé du cerveau, est-ce que l'IRM est toujours fiable ou pas? Sur la fiabilité de l'IRM fonctionnel, hein, je pense que c'est ça la question. Alors, l'IRM fonctionnel, il ne faut pas croire que c'est magique. Il faut déjà comprendre que c'est une technique qui permet de voir la plomberie. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, ça permet de voir que quand une région du cerveau travaille, le sang se met à lui apporter plus d'oxygène. Donc, on est déjà très très loin de voir les neurones qui déchargent. Vous pouvez imaginer que quand le sang il apporte de l'oxygène, il traverse plein de régions du cerveau, donc c'est compliqué. Après, c'est des images très brutées et on fait une image par seconde et on regarde les variations dans le temps pour voir si elles fit l'expérience que la personne fait dans la machine. Donc si on ne fait pas bien les statistiques qui vont derrière, on trouve un saumon qui pense, c'est pas très étonnant. Puis c'est là où la grosse question d'éthique, la fiabilité, jusqu'où va la fiabilité, c'est une grosse question en fait. Merci. Nous avons une question, madame. Merci. Au premier rang. Merci pour votre conférence. Je voudrais savoir, chez les toxicomanes, si l'IRM était complètement transformé et si, à l'arrêt, il y avait une régression des transformations. Merci. Alors c'est très très loin d'être mon domaine d'expertise. J'interviens dans un projet en fait qui est une grande cohorte européenne sur des adolescents en fait qui est faite dans le cadre en fait des addictions. Donc en fait il y a plein de choses qui sont faites, une IRM, la génétique et plein de questions comportementales pour essayer de comprendre si on pouvait prédire par exemple les gens qui allaient basculer vers des toxicomanies graves. Sinon, ce que je peux vous dire sur le cerveau, c'est que arrêter une toxicomanie, c'est sûr que ça permet au cerveau de s'améliorer. Le cerveau, il est extrêmement plastique. Il n'est jamais trop tard pour améliorer ses comportements, pour lui faire du bien. Mais encore une fois, c'est juste une sensation. Je ne suis pas un expert. Merci. Laure Tabouy, peut-être un complément? Oui, faut faire. Enfin, c'est là où faut justement sensibiliser tout le monde. C'est faire extrêmement attention à ce qu'on peut voir dans les images et puis ce qu'on peut extrapoler et en même temps ce qu'on peut imaginer que donnent les images. En fait, faut rester assez pas terre à terre, mais assez réaliste aussi et pas utiliser ces images comme quelque chose de. Et si on pouvait faire un monde, faut rester un peu réaliste aussi et ne pas trop s'envoler parce qu'on voit des couleurs sur les images ou voilà, faut pas trop s'alarmer non plus. Merci. Une question en face. Oui. Je voulais remercier le professeur Guérin pour cet élan de solidarité où on ne dira plus jamais chacun sa merde. Mais j'ai une question plutôt pour parler sur ce deuxième cerveau au niveau des intestins et si vous pouviez m'en parler un peu plus et est-ce qu'il n'y avait pas un rapport entre justement les plis, le cortex qu'on pourrait trouver peut-être au niveau des intestins également. Moi qui n'ai pas un cortex mais qui est les mêmes styles de plis. Alors, je ne suis pas tout à fait certain qu'il y ait un lien entre les plis de l'intestin grêle et nos circonvolutions cérébrales et les plicatures de notre cortex. Mais ça dépend peut-être si on a très faim ou pas. Non, l'intestin et les plis d'intestin et les plis du cerveau, on peut effectivement se poser la question est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est je suis pas sûre qu'il y ait un lien au niveau réel. Après, l'intestin du deuxième cerveau, il est réel. Enfin, c'est au niveau cérébral, le système nerveux entérique et qui sont tout le câblage des neurones autour du système digestif et le deuxième plus gros câblage neuronal après le système nerveux central, après le cerveau central. Du coup, il y a un réel lien, il y a un dialogue assez sec, comme je disais tout à l'heure, qui se fait entre le cerveau et l'intestin. Et il y a un vrai lien, un vrai dialogue. Merci. Alors, on va prendre la dernière question. Monsieur qui est sur la partie droite, le micro arrive vers vous. Bonjour, merci.
J'avais une question par rapport, pour Monsieur Mangin, c'était par rapport à ces données, comment elles étaient, parce qu'il faut la nourrir, l'IA qui choisit, il faut bien la superviser. Comment est-ce que vous choisissez, comment elles sont labellisées vos données de maladies mentales par rapport aux IRM? Vous voulez dire au niveau clinique? Non, au niveau de votre IA, la façon dont vous l'entraînez. Les noms des sillons? Pardon? Comment on entraîne par rapport au nom des sillons ou par rapport à quelle pathologie ont les sujets? Par rapport à la pathologie. Oh, c'est extrêmement variable. Nous, en fait, on est, entre guillemets, des technologues qui essaient d'aider des gens qui font de la recherche clinique à mieux comprendre la pathologie. Donc, typiquement, quand on a affaire à un syndrome comme la schizophrénie, il y a plein de variantes, il y a probablement plein de pathologies distinctes. Et en fait, nous, notre espoir secret, ou pas si secret que ça, c'est que ces informations sur le développement qu'on glane à travers le plissement, elles pourraient permettre, pour dire un mot du jargon, de stratifier la population en groupes de patients schizophrènes homogènes qui ont la même origine de pathologie et sur lesquels on a plus de chances de comprendre ce qui se passe. Mais je suis bien d'accord avec vous que le label schizophrénie ne veut rien dire. Olivier Guérin. Oui, c'est une excellente question parce qu'évidemment, tout ce que produisent nos amis des autres disciplines, et notamment tout ce qui est de la production de sciences autour de l'image, ça nécessite une fiabilité de la corrélation anatomo- ou fonctionnelle clinique. Et que nous, les médecins, on n'est pas toujours très très bons dans la finesse diagnostique. Alors, dans les pathologies qui relèvent du champ psychiatrique, on a une Bible qui donne les cadres syndromiques, ça s'appelle le DSM-5, c'est comme ça qu'on caractérise les diagnostics psychiatriques. Mais je vous donnerai juste un exemple dans un sujet que je connais mieux que la psychiatrie, puisque je ne suis pas psychiatre, mais sur la maladie d'Alzheimer. Actuellement, on est en train de réfléchir assez fort à tout ce qu'on a pu dire comme bêtises sur cette maladie jusqu'ici, parce que, à l'aune de nouvelles avancées sur des marqueurs diagnostiques, notamment de marqueurs diagnostiques plasmatiques, maintenant, avant dans le liquide céphalorachidien, et puis avec l'aide de l'imagerie, on se rend compte que sur des éléments très cliniques, en fait, on s'était probablement trompé de diagnostic sur les 20 dernières années pour une trentaine de % de ceux qu'on pensait comme étant des véritables maladies d'Alzheimer. Donc la connaissance clinique liée aux autres connaissances nous permet d'affiner les diagnostics. Et vous voyez bien le décalage, parce que du coup, on a des corrélations à faire avec nous, médecins, nos outils diagnostiques et nos cadres diagnostiques que l'on donne à nos collègues des autres sciences, mais qui ne sont pas forcément si fiables que ça. Et il faut être lucide aussi sur cette avancée en même temps, pour nous, de la fiabilité des diagnostics que l'on pose. Alors, je suis peut-être un peu anxiogène dans l'histoire, mais clairement, les médecins ne savent pas tout. Parce qu'en fait, Bon, écoutez, merci. De toute façon, merci de toutes vos lumières à tous, mais on ne retiendra qu'une phrase de cette table ronde, c'est chacun sa merde. Merci Olivier Guérin. Merci à tous. Merci Jérôme.